Bonjour à tous, bienvenue dans Xenius. Salut, nous voici à Berlin et le sujet du jour, ce sont les applications pour mobile. Ces petites icônes bien pratiques que nous installons tous sur nos portables. On s'en sert partout et un peu pour tout. Elles nous permettent de réserver un billet, de faire le plein d'informations et même de s'orienter, à Berlin comme à Paris. Chaque utilisateur a 23 applications en moyenne sur son smartphone. Et il en existe plus d'1 million en Allemagne et en France. Mais il faut reconnaître qu'elles ne sont pas toutes indispensables. C'est mon nouveau rasoir. Numérique. Beaucoup sont gratuites et rigolotes, c'est vrai, mais la plupart se connectent à Internet et attention, c'est la porte ouverte à la récupération de données personnelles. Dans cette émission, nous allons voir ce que ces informations deviennent. Nous ferons un test de contrôle pour évaluer la sécurité de différentes applis et demanderons à des experts comment mieux protéger nos infos perso. La sécurité des données est un domaine de recherche très récent encore. Et toute étude commence par la collecte de données. Chaque fois que nous activons une application, des données transitent. Vincent Roca est expert en applications numériques. Il sait bien que son portable risque d'envoyer des informations non protégées dès qu'il effleure l'écran. Mais il n'est pas prêt à renoncer à son appareil, comme des millions d'Allemands et de Français. Mieux protéger notre vie privée sur les supports numériques, c'est l'objectif de Vincent Roca. Il fait partie d'une équipe de chercheurs mandatée par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Stéphane Petit-Colas, ingénieur expert à la CNIL, est bien conscient du problème. Nous avons beaucoup entendu parler, notamment par la presse, d'applications qui ne respectaient pas forcément la vie privée et récupéraient des données sur le téléphone à l'insu des personnes. On a donc jugé nécessaire de se pencher plus particulièrement sur cette question et de mieux comprendre ces appareils qui étaient assez inconnus, il faut le dire, aussi bien des utilisateurs dans leur fonctionnement interne que des autorités de protection des données. C'est pour ça qu'on a monté un projet avec l'INRIA, qui est un institut de recherche en informatique, qui avait pour but de créer une application qu'on allait mettre à l'intérieur du téléphone, cette fois-ci, pour se mêler au système, se mêler aux applications, et être en mesure de voir exactement ce qu'il s'y passait. Les boutiques d'applications pour mobile sont apparues en 2008. 3 ans plus tard, Vincent Roca lance son étude. Il existe alors déjà des centaines de milliers d'applications téléchargées par des millions d'utilisateurs. Pour la première fois, pendant plusieurs mois, Vincent Roca et son équipe recensent méthodiquement les flux d'informations véhiculés par les applications. Ce programme expérimental s'appelle Mobilityx. On peut considérer que les sondes que nous avons mis en place, effectivement, sont des capteurs qui sont à la croisée des chemins, qui vont intercepter tous les accès aux données personnelles, toutes les transmissions de données vers l'extérieur, de façon à ensuite permettre une analyse a posteriori pour savoir ce qui s'est vraiment passé sur le téléphone. Au bout d'1 an, l'expérience peut enfin se faire in vivo. Pendant 3 mois, 6 volontaires troquent leur propre portable contre un smartphone équipé de l'outil développé par l'équipe. Résultat, 3 mois plus tard, 7 millions d'accès pour 189 applications. Direction le labo pour l'exploitation des données. Vincent Roca épluche minutieusement les informations recueillies. Il en ressort que 176 applications se connectent à Internet alors que ce n'est pas nécessaire à leur fonctionnement. Près de la moitié d'entre elles transmettent le numéro d'identification du téléphone. Et 1/3 utilisent les données de géolocalisation. Que l'on ait mis en place des systèmes de collecte massive d'informations au niveau mondial, dans lesquels les informations à caractère très personnel sont captées, envoyées sur des serveurs, bien souvent à l'étranger, là, ça pose vraiment un problème de vie privée. Une application testée sur 10 récupère identifiant et mot de passe. Et 3 d'entre elles s'introduisent subrepticement dans le répertoire ou le calendrier de l'utilisateur. Ces résultats alarmants poussent Stéphane Petit-Colas de la CNIL à aller un peu plus loin. Il reporte les différents flux de données sur la carte du monde.
L'exemple de l'application de prise de notes Evernote et de ses nombreux serveurs est très représentatif. L'intérêt de cette représentation, c'est de se poser la question de l'extraterritorialité et de savoir finalement si la loi va s'appliquer ou non à ces acteurs et comment elle va s'y appliquer. Les informations transmises par Evernote sont stockées sur 29 serveurs situés en Europe et aux États-Unis. Certains, comme 1E100.net, recueillent même des données pour d'autres applications. 1E100.net, il n'y a pas que Evernote, l'application Evernote, qui va parler avec 1E100.net, il y a plein d'autres applications. Et en fait, ce qu'on voit là sur le graphique, c'est que vous avez Evernote qui a parlé avec ce serveur, mais que tous les points que vous voyez autour sont des applications que nous avons utilisées pendant notre expérimentation et qui ont communiqué avec ces serveurs. Comment s'y retrouver dans ces conditions? Il est urgent d'étendre la protection des données. Le projet expérimental de Vincent Roca entre dans sa deuxième phase. Beaucoup d'applis semblent savoir plus de choses sur nous qu'on ne le voudrait. Où on est, ce qu'on fait, quand, pas cool. Vous vous demandez aussi ce que vos applis font de vos infos perso? Pour avoir un exemple concret, nous allons tester mon propre portable. Tout au long de cette émission, des experts vont traquer mes flux de données et les suivre à la trace. Nous saurons ainsi ce que les applis dévoilent de la vie privée d'Émilie. Mais avant ça, voyons comment les experts procèdent. L'agence Mediatest Digital teste et certifie les applications mobiles. Comme Émilie, beaucoup d'entreprises veulent jouer la sécurité. Elles obligent leurs salariés à n'utiliser que des applications sans risque sur leur portable de travail pour éviter que des données confidentielles ne tombent entre de mauvaises mains. Ces experts conseillent régulièrement l'Office allemand pour la sécurité des technologies de l'information. Ils élaborent de nouveaux critères de sécurité pour des applications mobiles plus sûres. Le smartphone d'Émilie est passé à la loupe. Nous entrons dans l'application, nous vérifions ce qu'elle transfère et à qui, et si les données transmises sont nécessaires à son fonctionnement. Ensuite, nous donnons ces informations à l'utilisateur final. À lui de décider s'il veut continuer d'utiliser cette application dans ces conditions. Mais bien sûr, pour l'aider à choisir, nous émettons des recommandations qui sont matérialisées sous la forme de feux, vert, orange, rouge ou noir. Ça permet de mieux se repérer. Données sécurisées ou non, transmission à un serveur étranger et utilité du transfert pour le fonctionnement du programme, les experts sont à l'affût. Les applications vertes peuvent être utilisées sans hésitation. Les oranges avec des précisions. Les rouges sont douteuses et nécessitent des précautions. Quant aux noires, elles sont fermement déconseillées. Pour recueillir ces informations et évaluer ces applications, il y a plusieurs obstacles à franchir. Car les fabricants d'applications cachent leur jeu et les fabricants de systèmes d'exploitation sont peu coopératifs à ce niveau. Et puis, il y a des obstacles techniques, tout simplement. Nous sommes considérés comme un attaquant classique, un méchant qui essaie de capter des données au passage. Mais nous le faisons dans une bonne intention et de manière légale, car nous utilisons nos propres sources. Les données d'Émilie sont-elles en danger? 7 applications françaises et allemandes sont sur le banc d'essai. Me voilà prête pour ce test de sécurité avec des applications courantes. Tous mes clics seront suivis à la trace. C'est parti. Tandis qu'Émilie se fait espionner, dans son propre intérêt bien sûr, je vais aller voir un expert en matière de sécurité des données. Premier cas de figure. Il me faut un billet de train pour Paris ce week-end. Cette borne libre-service de la Deutsche Bahn prend beaucoup trop de temps. Pas de problème. Ils ont une appli.
Pour pouvoir comparer, je vais prendre le billet de retour sur l'application de la SNCF. Sur place, je dois retrouver une copine pas loin de l'hôtel de ville. Comment y aller au plus vite? L'appli de la RATP va me le dire. Donc, depuis la gare de l'Est, voilà, j'ai utilisé 3 applis en 3 minutes. Je suis curieuse de voir où mes données perso vont atterrir. Le navigateur de la Deutsche Bahn, ça donne quoi? C'est tout bon a priori. On peut lui donner le feu vert. Toutes les données personnelles sont transmises en mode sécurisé SSL. A-t-il transmis des données qui n'auraient pas dû l'être? Je ne vois aucune information sensible transmise à des tiers ici. Le transfert se limite vraiment aux données requises pour utiliser l'application. Formidable. L'application de la Deutsche Bahn est irréprochable. Elle ne transmet que les données nécessaires et uniquement à son propre serveur. Elle mérite bien ce feu vert. Qu'en est-il de celle de la SNCF ? Nous ne pouvons lui attribuer qu'un feu orange, malheureusement, car quelques données personnelles ont bien été transférées. Les requêtes, par exemple, sont transmises en mode non sécurisé. Or, ce n'est plus nécessaire ni souhaitable avec les technologies actuelles, car cela permet à des personnes qui ont accès au réseau de voir quelles requêtes vous avez lancées. Et ça ne devrait pas être possible. Toutes les données sont transmises en mode sécurisé, sauf les requêtes. Peut mieux faire. Ici, feu orange seulement. L'application de la RATP réserve plus de surprises encore. Techniquement, ils ont tout bon, à part sur un point qui suffit à lui attribuer un feu rouge, malheureusement. L'application cherche à transmettre le VLAN par adresse MAC de l'appareil. C'est un peu comme la plaque d'immatriculation de la carte réseau. Une fois que ce numéro est connu, l'appareil est parfaitement identifiable, car ce numéro ne peut pas être changé. En cherchant à le transférer, le fabricant de l'application veut se donner les moyens de pister cette personne ensuite, de suivre tous ses faits et gestes. Et ça ne va pas. Ça lui vaut un feu rouge. Même si les données sont sécurisées, l'application se saisit de l'identité de l'utilisateur. Pour nos experts, la limite est clairement franchie. Seul le système d'exploitation iOS 7 bloque ces intrusions. Aussitôt recueillies, les données des clients sont transférées à la société de marketing numérique Sophialis, dont l'objectif déclaré est d'en faire de l'argent. Je ne suis pas vraiment ravie qu'on transmette mes infos personnelles pour en tirer profit, mais j'ai oublié de mettre un plan de métro dans mon sac. Comme ces applis sont très pratiques, on oublie souvent leur vraie finalité. Maintenant, j'aimerais tester pour Xenius 2 autres petits logiciels censés faciliter la corvée des courses. Direction le supermarché. Celui qui a accès à mes données via mon application peut donc savoir où je suis, où je veux aller et en plus ce que j'achète. On va comparer 2 applications de liste de courses. Une allemande, Shoplist, et une française, Plan Courses. Celle-là m'indique même les promos dans mon supermarché.
Théoriquement, elles pourraient toutes les deux transmettre mes préférences à un serveur de données. Qui sait? En principe, les applications listes de courses n'ont aucun besoin de se connecter à Internet. Shoplist travaille au niveau local uniquement. Elle ne transmet aucune donnée et elle est simple à utiliser. Elle n'a qu'une seule fonction et elle la remplit correctement. L'application n'est en contact avec aucun serveur, elle est complètement autonome. Voilà qui mérite clairement un feu vert. Et que dire de Plan Course, qui informe ses clients des promotions? Il est évident que Plan Course a été développé par des publicitaires avant tout. Votre liste est directement transmise à Fleury, et en plus en mode non sécurisé, ce qui est vraiment problématique. Fleury est une sorte de réseau de traçage. Il est intégré dans beaucoup d'applications mobiles et de sites Internet pour relever tout ce qui intéresse les utilisateurs. Et il fournit de la matière aux publicitaires qui envoient ainsi des offres très ciblées. Plan Course est donc une application non sécurisée. Le feu est au rouge. Pire encore, le but déclaré de Fleury, à qui les statistiques sont envoyées, est de faire de la publicité et de monétiser. Autrement dit, changer en or des informations confidentielles. Voici le Beta House à Berlin. Ici, des travailleurs indépendants, des créatifs et de toutes jeunes entreprises coopèrent pour développer des applications mobiles, par exemple. C'est là que je dois retrouver mon expert. Thorsten? Salut. Salut. Un profil très intéressant. Il a étudié la philosophie et l'informatique. Notre test montre que certaines applis transmettent des données non cryptées via des connexions non sécurisées. Les fabricants se soucient-ils vraiment de la sécurité des échanges? Jusqu'ici, hélas, la sécurité des échanges n'est absolument pas prise au sérieux. Souvent parce que les développeurs ne s'y connaissent pas bien et ne se renseignent pas auparavant sur la façon de protéger au mieux les données de leurs clients. D'autant plus que les clients eux-mêmes ne le leur demandent pas suffisamment. Émilie est en train de tester des applis allemandes et françaises sur son propre téléphone. Ça se passe comment quand des applications étrangères collectent des données personnelles? Quel droit s'applique dans ce cas? Les experts ne sont pas tous du même avis. On dit que ça dépend du pays où siège l'entreprise, là où les données sont traitées. Mais après, les applications envoient ces données aux États-Unis. Dans ce cas, c'est le droit américain qui s'applique. Et là, pas moyen de se protéger. Il faut dire qu'il n'y a pas de vrai contrôle, en tout cas en Allemagne. C'est un domaine encore inexploré, même pour les autorités de protection des données. Et on ne peut toujours pas saisir la justice pour diffusion illégale de ces données confidentielles. Autrement dit, nos infos perso sont disséminées dans le monde entier, comme celle d'Émilie en ce moment même. Dans ces moments-là aussi, les applis sont bienvenues et permettent de passer un peu le temps. En attendant mon train de banlieue, je jette un œil sur l'application Arte. Vite, un petit message à Adriane. J'arrive tout de suite. Oh, pardon. Je ne suis pas le seul à utiliser WhatsApp, on dirait. 3 millions de personnes dans le monde utilisent WhatsApp, le service de messagerie gratuit qui est en train de supplanter le SMS. Le cas de WhatsApp est intéressant. Techniquement, c'est correct sur plusieurs points. Les données transmises sont sécurisées.
Hélas, ils transfèrent des choses qui ne devraient pas l'être, comme le répertoire d'adresses complet, commentaires compris. Comme ce n'est pas vraiment légal au regard des législations allemandes et françaises sur la protection des données, nous déconseillons fortement son utilisation. Nous avons donné la couleur noire à cette application. D'ailleurs, leurs conditions générales le disent. Ce logiciel est conçu pour les Nord-Américains. Donc si vous n'êtes pas américain, ne vous en servez pas. Des quantités de données sont transmises aux serveurs étrangers. L'application doit y stocker tous les répertoires de ses utilisateurs pour pouvoir fonctionner. L'avis est sans appel, pas touche. En plus, ce logiciel est assez mal fait. Je peux envoyer des messages en votre nom, par exemple. Ils apparaîtront même dans votre historique. Il suffit d'avoir accès à votre appareil, de connaître votre numéro de portable et d'autres petites choses faciles à trouver pour se faire passer pour vous. Ce moyen de communication n'est vraiment pas fiable. Et que disent les experts de l'application Arte? Nous avons analysé l'appli d'Arte et ça a l'air d'aller. Les connexions au réseau sont très nombreuses, mais tout ce qui est transmis est légal. En fait, elle se connecte surtout pour recevoir des données destinées à l'utilisateur. Donc, feu vert. La requête lancée, les flux vidéo viennent alimenter l'application. Pas de transmission inutile à signaler, la voie est libre. Voilà. Merci. Salut. Salut! Salut. Alors, que dis-tu des résultats? Bon, je savais que les portables dévoilaient pas mal de choses. Je ne sais pas si c'est inquiétant ou déjà normal. Là, par exemple, j'installe le comparateur de prix des carburants de la DAC et il me demande d'accéder à Internet, de modifier ou d'effacer le contenu de ma carte mémoire et surtout de voir mes contacts. Pourquoi une application comme celle-là a-t-elle besoin d'accéder à mon répertoire? Cette application n'a pas besoin de voir votre répertoire ni les coordonnées de vos contacts pour vous donner le prix de l'essence. En plus, on ignore ce que ces données deviennent, vu que l'application a accès à Internet et peut envoyer toutes ces coordonnées n'importe où. J'ai moi-même cherché le règlement de cette appli concernant la protection des données, et je suis tombé sur un message d'erreur. Ce qui veut dire qu'ils n'ont aucune règle en la matière jusqu'ici. J'aimerais bien qu'il y ait un bouton pour dire ça d'accord, ça non. Jusque-là, c'est à prendre ou à laisser. Si je n'accepte pas l'appli telle qu'elle, je ne peux pas l'utiliser. C'est comme ça actuellement sur les téléphones Android. Soit vous autorisez l'application à faire tout ce qu'elle veut, soit vous renoncez à l'utiliser. D'autres systèmes d'exploitation sont plus sûrs? On ne peut pas le dire de manière aussi tranchée. Il y a des erreurs et des failles de sécurité chez Apple, comme chez Google avec Android ou chez Microsoft. Ça change sans arrêt. Personnellement, je préfère Android, parce qu'on peut encore jeter un œil à l'intérieur et faire examiner le système d'exploitation par des experts indépendants. C'est pour ça que le nouveau portable d'Angela Merkel, par exemple, est un Android. À quoi faut-il veiller pour mieux protéger ses données personnelles? Le plus simple, c'est de comparer les applis, car il y en a souvent plusieurs pour une même fonction. L'appli lampe torche, par exemple, est juste censée allumer une lampe sur le mobile. Certaines demandent une dizaine d'autorisations pour ça, mais vous pouvez choisir celle qui n'en demande qu'une, la seule vraiment nécessaire. Y a-t-il d'autres solutions? Oui, on trouve des magasins alternatifs qui ne proposent que des logiciels libres, c'est-à-dire quasi transparents. Ces applis-là ne sont pas aussi opaques. Vous pouvez y entrer et vérifier qu'elles ne font que le nécessaire avec vos données personnelles. Merci beaucoup. Tant que nous ne chargeons pas des experts de vérifier nos applis comme Émilie l'a fait, nous n'avons aucune certitude sur ce qu'elles font de nos données perso. Mais on peut quand même limiter les dégâts en restant prudent et en ne donnant pas systématiquement n'importe quelle autorisation. Un dernier conseil de notre expert, on peut toujours aller vérifier dans ses paramètres quelles sont les autorisations demandées par telle ou telle application. Quant à l'appli rasoir,
Ça ne sert à rien. Je crois bien que je vais l'acheter. Allez, faites bien attention à vous et à vos données perso. À la prochaine. Salut! Allez, hop.